BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. Oui, je sais, le Bitcoin est toujours dans son range bas des 50-60 000 $, mais il faut rester calme. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, nous le disait hier, qu'il pourrait s'agir d'un moment opportun pour rentrer dans le marché ou se renforcer. Et justement, on va se concentrer aujourd'hui sur le comportement des investisseurs, les investisseurs français, voire même plus largement européens. Thomas Romain est en ligne avec nous. Bonjour Thomas, directeur commercial France chez Bitpanda. Et puis le Web3, ce n'est pas que des cours de bourse, c'est aussi de la culture. On sera à Bruxelles avec Paul-Antoine Chenoz, fondateur de Wildcat et organisateur du Digital AF. Bonjour Paul-Antoine. Vous voulez contribuer à amener l'industrie du Web3 aux milliards d'utilisateurs grâce à la culture pour créer un lien entre la technologie et l'utilisateur. Et puis, faites attention à vous, aux arnaques qui peuvent se présenter sur votre chemin. Nous sommes en plateau avec Sébastien Bordry. Bonjour Sébastien. Bonjour Maurice. Journaliste BFM Crypto, vous allez tout nous dire tout à l'heure. Voilà, vous avez enquêté pour nous. Mais d'abord, on part tout de suite à Bruxelles avec Paul-Antoine Chenoz qui est au téléphone avec nous. Bonjour Paul-Antoine, est-ce que vous nous entendez bien ? Bonjour Amaury, merci beaucoup de me recevoir. Mais avec grand plaisir. Bon, donc là, on est en direct avec vous depuis Bruxelles. Donc vous êtes l'organisateur du Digital AF. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. C'est vous voulez réunir la culture et le Web3, en tout cas lier les deux. Exactement. Alors, Digital AF Decentralized Culture, c'est un événement sur 4 jours qui se tient à Bruxelles, en marge de la conférence Ethereum, qui normalement se tient à Paris, mais en raison des Jeux Olympiques, c'est délocalisé à Bruxelles cette année. Et donc notre Digital AF Decentralized Culture, c'est un événement qui regroupe des conférences, des workshops, des soirées networking et la plus grande exposition d'art digital jamais faite en Belgique. D'accord, donc votre but, voilà, c'est de démocratiser le culture et Web3. Comment va se dérouler tout cet événement justement là depuis Bruxelles ? Alors c'est un événement sur 4 jours qui a commencé hier. Là on est notre jour 2, on a donné des thèmes et donc c'est par le biais de cette culture qu'on essaie de créer un lien direct avec nos conférenciers entre la technologie et l'utilisateur. C'est en se servant du coup de la technologie en physique que l'utilisateur percevra et s'appropriera l'utilité de ces technologies numériques à travers la dimension culturelle. Bon, l'événement est déjà en cours, il aura lieu jusqu'à jeudi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur le programme ? Voilà, je crois qu'il y a des journées plus ou moins thématiques. Exactement, donc demain c'est la journée gaming où on reçoit MetaFight toute la journée pour la partie conférence, animation, talk, etc. Et le soir on a Sandbox qui est le plus gros metaverse français, donc on est super content de les avoir avec nous, qui organisera une soirée networking avec des DJ holographiques et voilà une nouvelle façon de construire des soirées immersives. Et pourquoi vous avez créé cet événement finalement ? Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire ? À quel moment vous vous êtes dit, tiens, il faut absolument qu'on lie la culture et le Web3 ? Ça veut dire que le Web3 a vraiment apporté à la culture et inversement ? Nous, en fait, c'est vraiment notre foi profonde dans le Web3 qui nous a poussé à faire cette conférence et cet événement. Et c'est aussi de casser un peu l'a priori des gens qui associent beaucoup le Web3 à de la spéculation et de la finance. Et c'est de leur montrer des réelles utilisations comme les D-Apps, les applications qui fonctionnent sur le réseau blockchain, ou les nombreuses façons d'utilisation et de redorer un peu le blason des NFT, si je peux dire, ou les organisations autonomes décentralisées. Donc c'est vraiment voilà, notre foi profonde dans le Web3 qu'on veut défendre à travers Digital AF. Ce sont nos valeurs, c'est notre combat, quoi. Bon, et il y a sur place, il y a des ateliers, des conférences. Comment est-ce qu'on peut, voilà, est-ce que si on est un novice du Web3, voilà, si on n'y connaît rien, est-ce qu'on peut y comprendre quelque chose ? Est-ce qu'on peut tout simplement comprendre cet écosystème ? Ouais, voilà, c'est exactement l'idée. L'idée, c'est qu'on s'est bagarré pour essayer d'avoir une conférence gratuite, vraiment accessible à tout le monde. Et les activations sur place sont des manières de comprendre concrètement comment on peut l'utiliser. Donc, par exemple, on a Ledger qui a fait un workshop qui peut paraître simple et banal, mais qui a eu un énorme succès. C'est sur la création de son wallet et NFT Factory qui nous apprend à comment minter un NFT. Vous voyez, c'est des utilisations concrètes pour des gens non initiés et de leur montrer que c'est vraiment le Web3 est à portée de main et que le Web3 est déjà aujourd'hui bien présent. Et pour être très pratique, voilà, où se situe Digital AF ? Comment est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce que c'est payant ? Comment ça se passe ? Voilà, comme je vous ai dit, la conférence elle est gratuite. Elle se situe au Reset, 8 rue de Ligne, qui sera le nouveau commissariat central de la ville de Bruxelles. Et petite anecdote cocasse, c'était une ancienne banque qui regroupe cet univers Web3.
Donc c'est un événement gratuit qui va encore durer jusqu'à jeudi soir, où on finira avec une closing party avec les organisateurs bruxellois du collectif Chat Noir. Et on espère vous y voir nombreux. Moi, personnellement, j'y serai 24 heures sur 24, donc vous pouvez demander Paul-Antoine à l'entrée. Je me ferai un plaisir de vous guider à l'intérieur de notre magnifique événement qui est Digital AF. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, si vous voulez avoir la chance de rencontrer Paul-Antoine Chenoz, donc fondateur de Wildcat et organisateur donc de Digital AF. Voilà, ça se passe à Bruxelles et c'est jusqu'à jeudi inclus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Paul-Antoine. Et puis, on vous souhaite un bon événement et à très bientôt sur BFM Crypto. Bonne journée. Tout de suite, avant qu'on parle des tendances de marché avec Thomas Romain qui est en ligne avec nous, on va parler quand même un petit peu des arnaques, Sébastien, parce que c'est un sujet qui est important. Malheureusement, on fait trop souvent référence entre arnaque et crypto. C'est clairement pas toujours le cas, ça évolue, mais il y en a toujours qui restent. Et c'est important de tout simplement d'y être vigilant, d'être attentif et d'avoir un coup d'avance là-dessus. Donc, notamment, ça peut se passer à travers les deepfakes. Et cette fois, c'est une célèbre influenceuse, Sébastien, qui dénonce l'utilisation de son image pour des arnaques crypto, c'est ça ? Effectivement, il s'agit de Lena Situation, de son vrai nom Lena Mafouf. Il y a quelques jours, elle a alerté sa communauté sur une fausse publicité utilisant son image pour inciter les utilisateurs à investir dans des crypto-monnaies. Alors la créatrice de contenu aux 4,6 millions d'abonnés sur Instagram a été victime de ce qu'on appelle une deepfake. Ce sont des images, des vidéos de gens que vous connaissez, qui sont générées par intelligence artificielle en leur faisant dire n'importe quoi et donc évidemment des choses qu'ils n'ont jamais dites. Dans cette affaire, une série de publicités fait la promotion d'un site d'échange de crypto-monnaies à travers des publications de faux articles et de fausses vidéos qui mettent en scène justement la youtubeuse. Et justement, à quoi ça ressemble ces publicités-là, un petit peu mystérieuses ? Et dans une de ces fausses vidéos, justement, Lena Situation dialogue avec Yann Barthès, le présentateur de l'émission Quotidien, et lui explique comment installer cette fameuse pseudo-application sur son téléphone, cette application de trading de crypto-monnaies qui générerait de prétendus gains financiers grâce à l'intelligence artificielle. Elle aurait aussi, donc selon une fausse vidéo, déclaré, je cite, « Croyez-moi, si je vivais avec un seul salaire, je ne serais jamais devenu millionnaire. Vous ne me croyez pas, donnez-moi 250 €. Et donc avec cette fameuse plateforme de crypto-monnaie dont je ne dirai pas le nom ici, j'en tirerai 1 million en 12 à 15 semaines. Alors le but de ces fausses déclarations, c'est tout simplement de pousser les internautes à installer cette plateforme de trading pour débutants. Alors la star a immédiatement réagi sur son compte Instagram et a mis en garde sa communauté en disant, je cite, « Cette publicité qui tourne depuis 2 jours est évidemment un énorme fake pour vendre de la crypto-monnaie. » Bon, clairement, il faut faire attention parce que là, en plus, c'est même pas on utilise son image, c'est carrément on crée un faux contenu où on pense une interaction de deux personnalités, en l'occurrence vous avez cité Yann Barthès, pour faire croire aux gens tout simplement que cela est vrai. Mais c'est pas la première fois, Sébastien, qu'une personnalité voit son image utilisée pour promouvoir une arnaque. Exactement, oui. D'autres stars ont déjà fait les frais de ce type d'arnaque d'utilisation frauduleuse de leur image. On peut citer notamment Vincent Cassel, Cyril Lignac, Élise Lucet, Jamel Debbouze ou même Francis Cabrel qui se sont déjà retrouvés malgré eux à faire la promotion de faux sites de crypto-monnaies. L'objectif était tout simplement à chaque fois de pousser les utilisateurs à investir sur des plateformes douteuses. Alors l'autorité des marchés financiers rappelle aux investisseurs qu'il faut toujours passer par un prestataire de services enregistré pour investir dans les crypto-monnaies et elle recommande aussi de sécuriser celle-ci sur une clé privée. Effectivement, merci Sébastien Bordry pour ce rappel et soyez vigilants sur toutes les arnaques qui peuvent se trouver sur votre chemin. Faites bien vos propres recherches et si c'est trop beau pour être vrai, c'est tout simplement que c'est pas vrai. Voilà, il n'y a pas d'argent facile. Sébastien, on revient vers vous dans quelques instants, mais on part en ligne avec Thomas Romain. Rebonjour Thomas, directeur commercial France chez Bitpanda, une des plateformes majeures dans l'Union européenne. On aimerait prendre un peu le temps avec vous de faire le point sur tout simplement le comportement des investisseurs, parce qu'on voit qu'on est dans des conditions de marché en ce moment qui sont pas évidentes. Je le disais en début de cette émission, le Bitcoin est bloqué dans un range entre 50 et 60 000 $. On a eu au début du mi-mars un record historique du Bitcoin à 73 000 $, qui s'est produit avant le halving, ce qui n'était jamais arrivé. Et cette fois, on a une fameuse correction mi-cycle, on ne sait pas combien de temps elle va durer, et justement, c'est là que ça nous intéresse.
comment se comportent les investisseurs. Alors, je ne sais pas par lesquels commencer. Peut-être vous êtes une plateforme européenne, donc autrichienne. Vous êtes implanté en France. Peut-être se concentrer d'abord sur les investisseurs français. Quelle data vous avez en ce moment sur ces investisseurs-là, justement? Déjà, merci beaucoup Amaury de me recevoir. Alors pour les tendances de marché, c'est assez intéressant. On a deux types d'investisseurs. On a des investisseurs qui sont plutôt réguliers, fréquents, qui sont sur notre plateforme quasiment tous les jours ou toutes les semaines. Donc on peut appeler ça peut-être des traders qui se consolident en fait sur ce marché un peu, comme vous l'avez dit, en attente. J'ai envie de dire, on attend le prochain mouvement à la hausse ou à la baisse. Et on a d'autres personnes qui sont plutôt long-termistes, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont sur une stratégie d'investissement plutôt régulière avec des actifs similaires, donc ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging, qui est disponible sur l'application donc, de Bitpanda. Et c'est vraiment un split qui est intéressant. Bon, et qu'on se rende compte un petit peu à quoi correspondent vos datas. Est-ce que vous avez un peu quelques chiffres sur Bitpanda? Combien d'utilisateurs vous avez? Est-ce que vous opérez principalement en Europe d'ailleurs? Exactement. Donc, Bitpanda est une plateforme autrichienne. On est très focalisé sur le marché européen. On vient de passer la barre donc, des 5 millions d'utilisateurs en Europe. Le marché français fait partie de ces grands marchés. Évidemment, vu qu'on est autrichien, on a une prédominance sur le marché allemand et autrichien de par la langue. Mais en France, on est en train de grandir assez rapidement depuis le début de l'année. Et les investisseurs français, d'ailleurs, sont très intéressés par ces sujets de crypto. Et depuis le début de l'année, on voit vraiment un regain d'intérêt après ce qui a pu se passer donc, en 2022 notamment. Et comment on peut comparer les investisseurs français et le reste des investisseurs européens, donc plutôt du coup là en ce qui concerne Bitpanda, allemands ou autrichiens? Est-ce qu'ils ont des comportements différents? C'est très intéressant parce que je suppose comme moi, vous avez pu voir les chiffres de la DAN qui ont été présentés en début d'année. Et finalement, les informations qu'on a sur notre plateforme sont assez similaires. C'est-à-dire que l'investisseur moyen allemand, en général, trade avec un trade ou investit avec un portefeuille qui est plus gros. En fait. Donc, on a des volumes qui sont plus intéressants sur nos clients allemands quand on les compare aux clients français. De même, on trouve aussi des générations plus âgées sur nos investisseurs allemands qui sont dans la section un peu plus de 30 ans, entre 30 ans et 50 ans, alors qu'en France, on est sur une section qui est beaucoup plus jeune, entre 18 et 30 ans. Donc c'est assez intéressant à voir et pour nous, en fait, ça nous donne une impression que le marché français est encore en train de se développer. Il y a une petite frilosité peut-être sur ces cryptoactifs qui sont nouveaux, il faut le dire, la technologie n'a à peine une quinzaine d'années. Donc, il y a quelque chose à travailler pour nous en tant que plateforme, pour éduquer en fait les Français, les nouveaux investisseurs à s'intéresser à ce type d'investissement qui sont là pour diversifier une épargne. Sébastien Bordry, journaliste BFM Crypto, vous êtes en plateau avec nous. C'est quoi les quelques chiffres qu'on a en France en ce qui concerne les gens qui investissent en crypto-monnaie? C'est quoi, on est un peu plus de 12% des Français? C'est ça, il y a 12% de Français qui détiennent des crypto-monnaies aujourd'hui selon les derniers chiffres de la DAN et 49% d'entre eux ont moins de 50 ans. Donc Thomas Romain, ce que vous nous disiez, en tout cas sur Bitpanda, globalement les investisseurs français sont plus jeunes que les Allemands, c'est ça? Exactement, enfin, c'est pas une énorme différence, mais il y a une différence qui doit être notée dans tous les cas, et la section qui est entre 30 et 50 ans est en infériorité numérique, si on peut le dire, vis-à-vis de nos partenaires allemands. Voilà. Et au-delà des chiffres que vous avez sur votre plateforme Bitpanda, est-ce que vous avez des chiffres sur un peu comme a fait la DAN en France par rapport au comportement des investisseurs allemands ou autrichiens? Est-ce qu'on sait s'il y a plus d'Allemands que de Français qui détiennent des cryptos ou si c'est similaire? Je ne sais pas si on a des chiffres là-dessus. Alors, je n'ai pas les chiffres précis pour le marché allemand. Par contre, on peut se référer aux chiffres de la DAN qui, à mon sens, sont assez... c'est des statistiques finalement qui sont transférables, je pense, sur toutes les différentes plateformes, dont Bitpanda. Et on voit qu'il y a plus d'investissements faits en Allemagne pour les personnes qui ont plus de 30 ans, donc, où la part des cryptos dans l'épargne des Allemands est plus importante que pour les Français. Et vous nous disiez tout à l'heure, le budget moyen des Allemands alloué aux cryptos est plus important, c'est ça? Oui, exactement. C'est qu'on se retrouve en fait dans une configuration où le pouvoir d'achat, en fait, le pouvoir d'investissement des Allemands, en général, est plus élevé que
celui des Français. C'est quelque chose qui est notable et c'est pas uniquement chez Bitpanda, c'est les chiffres de la DAN qui le montrent aussi. Voilà, donc ça clairement c'est pas forcément le comportement des investisseurs en eux-mêmes, c'est juste que tout simplement leur vie économique est différente, en fait, c'est ça. Exactement, ouais, c'est ça. Et en termes de comportement, ils investissent de la même manière. Est-ce que vous parliez de DCA tout à l'heure? C'est quoi, la plupart des investisseurs investissent comme ça, ou alors il y en a pas mal qui tradent, entre guillemets, qui font des échanges donc plus réguliers, qui sont moins investisseurs long terme? Alors, étant donné que Bitpanda est une plateforme qui s'adresse au grand public, on essaie de faire une plateforme qui est assez intuitive pour justement encourager les nouveaux entrants dans le marché des cryptos à s'intéresser au sujet et à investir sur notre plateforme. On se retrouve avec beaucoup d'investisseurs qui investissent en DCA, donc régulièrement, à des intervalles réguliers, sur un actif similaire et avec une quantité similaire. Il y a toujours évidemment des traders qui sont là tous les jours ou toutes les semaines, qui tradent plus fréquemment avec des actifs plus volatiles, mais c'est vrai qu'une grande quantité de nos clients sont plutôt sur des actifs plus traditionnels, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, etc., et sur des stratégies en DCA. Et au niveau de la tendance de marché, que font les investisseurs en ce moment qui sont présents sur la plateforme? Ils investissent, ils attendent, ils ont plutôt tendance à vendre. Qu'est-ce qui se passe? Ça dépend des profils, mais en général, on voit vraiment une consolidation. C'est-à-dire que quand on a eu un dip, comme on a pu le voir vendredi dernier sur le Bitcoin, on a vu forcément des pics d'utilisation et des pics d'investissement parce que les gens se sont dit, clairement, c'est moins cher, et donc du coup, ils ont acheté un peu plus pour potentiellement voir une remontée dans les prochains mois. Évidemment, les performances, on ne peut pas les prédire, mais on a vu une consolidation et on les voit sur plusieurs types d'actifs, évidemment. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'en fait, j'imagine que les investisseurs là qui ont rechargé entre guillemets leur portefeuille sont des investisseurs plutôt chevronnés, qui sont pas des débutants, qui sont là depuis plusieurs années, qui ont connu au moins un voire plusieurs cycles. C'est ce que vous observez vous dans les données que vous avez? Pour les différents cycles que nos clients ont expérimentés, j'ai pas la data complète malheureusement, mais en effet, on voit de plus en plus de personnes qui sont aguerries sur le sujet de l'investissement et qui profitent évidemment de ces zones, on va dire, calmes de marché pour justement recollecter un petit peu leurs investissements sur le Bitcoin si celui-ci s'est baissé un petit peu, en vue de potentiellement faire des gains dans les prochains mois si cet actif venait à prendre de la valeur. On a vu un record historique, je le disais tout à l'heure, du Bitcoin en mars dernier. Est-ce que depuis, vous avez vu une nouvelle vague entrante de nouveaux investisseurs, de nouveaux clients? En fait, je pose la question parce que certains disent que finalement, là, on est moins en hausse en ce moment. La tendance est baissière là, sur les quelques dernières semaines, mais sur un an, elle reste haussière. On est à plus de 90% sur le Bitcoin depuis un an. Certains disent que c'est la hausse la plus silencieuse, entre guillemets, qu'on ait eue, puisque cette hausse, là, pour la plupart, ne s'est pas faite grâce à ce qu'on appelle le retail, mais plutôt grâce aux institutionnels, qui a assez peu de nouveaux entrants. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez chez vous? Est-ce que vous avez eu des nouveaux entrants? Ou alors les investisseurs qui sont actifs en ce moment même où on se parle sont des gens qui étaient déjà présents sur la plateforme depuis plus d'un an? Alors pour nous, à titre personnel, chez Bitpanda, étant donné qu'on est une plateforme en France qui est assez nouvelle, on n'était pas très connu finalement il y a quelques années, la majorité des personnes qui sont sur la plateforme sont assez récents finalement. Ils ont vécu peut-être 2 cycles, voire sans plus en fait. Donc on retrouve en fait aujourd'hui de plus en plus de personnes qui s'inscrivent sur Bitpanda, qui sont là pour le long terme et qui quelque part en fait les variances du marché leur importent peu. Ils sont là pour le long terme et ils investissent à intervalles réguliers. Et on le voit toutes les semaines, quand on regarde les chiffres le lundi matin, on se rend compte finalement qu'on reste sur une tendance haussière d'un point de vue enregistrement et nouveaux actifs sur la plateforme. Et au niveau des cryptos dans lesquels ils investissent, ils restent plutôt dans le top 5, ou alors est-ce qu'ils s'aventurent plus pour suivre certaines narratives? Quand je dis certaines narratives, ça peut être, il y a différentes narratives dans le marché crypto. On peut avoir une narrative IA, on peut avoir une narrative RWA, donc c'est un peu tout ce qui concerne la tokenisation d'actifs réels. Et autres, est-ce que vous observez, est-ce que vous avez est-ce que vous observez des tendances quant à l'investissement dans certaines familles de tokens?
Alors pour nous, le Bitcoin reste assez majoritaire et ça va de soi parce que c'est en général le premier investissement qu'on trouve sur notre plateforme. C'est l'actif le plus connu, étant donné qu'on est une plateforme qui s'adresse en général aux personnes qui sont des nouveaux venus sur le marché. C'est un premier investissement en Bitcoin et Ethereum en général. On reste sur des positionnements en top 10 aussi, donc les top 10 capitalisations qu'on peut trouver sur le marché des cryptos. Cela dit, chez Bitpanda, on a des belles opportunités avec des nouveaux projets comme donc, IA, RWA, etc., qui sont listés régulièrement. Et on voit de l'intérêt de la part des personnes qui sont là depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines se diversifier sur ce type d'actifs aussi, qui sont évidemment un peu plus volatiles, mais qui présentent des opportunités d'investissement pour ces personnes-là. Bon, et justement, on voit, au-delà du comportement des investisseurs, on observe dans les cours qu'il y a des narratifs qui sont plus ou moins porteuses. Vous, comment est-ce que vous sélectionnez les projets qu'il y a sur votre plateforme? Est-ce que vous faites des recherches avant, j'imagine, mais comment vous choisissez de prendre un projet? Parce qu'il y a différents projets qui peuvent être bons dans le fond, mais comment vous les choisissez? C'est par rapport à des narratifs qui sont plus ou moins porteuses? Est-ce que vous avez des analystes par rapport à ça? Alors pour nous, donc, un des points d'orgue de Bitpanda, c'est la partie sécurité. Donc on ne listera jamais un projet qui ne fait pas de sens d'un point de vue économique ou qui est un scam ou une arnaque, comme on a pu le mentionner précédemment. On a des processus en interne qui l'empêchent. De plus, il faut le mentionner, on est un broker ou courtier et pas un exchange. C'est-à-dire que pour qu'on puisse lister un token ou une crypto chez nous, il faut que ce token ou cette crypto soit listé autre part, c'est-à-dire chez Binance ou chez un autre exchange qui est connu de tous. Donc ça nous permet, donc, d'un point de vue sécurité pour l'utilisateur, d'avoir uniquement des projets qui sont liquides, on va dire. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas des rug pulls ou autre chose. On ne listera pas des actifs qui sont risqués ou des potentielles arnaques. Voilà. Bon, et là on est le mardi 9 juillet. Pour certains, ça va bientôt être l'été, il va y avoir les grandes vacances. Est-ce que c'est une période que vous appréhendez un petit peu? En général, c'est une période qui est plutôt calme avant la rentrée sur le marché crypto. Est-ce que vous l'avez observé, les précédentes saisons, on va dire? Oui, il y a toujours un petit moment, un été un peu mou, on va dire, avant de reprendre en septembre et en octobre. Cela dit, on a dans quelques jours une belle annonce à faire sur le marché français, une annonce d'un nouvel ambassadeur qui va être faite très prochainement. Donc on espère que ça nous aidera à justement dynamiser un peu notre activité sur le marché français spécifiquement. Et on a hâte évidemment de revenir au mois de septembre avec plein de belles bonnes nouvelles aussi pour nos utilisateurs. Ça va être encore un sportif? Ce sera un sportif et on en saura plus lundi prochain. D'accord, je crois savoir qu'il se rendra peut-être à Biarritz. Voilà, j'en dis pas plus, mais on verra. à la fin du mois d'août. Et en tout cas, dernière question, qu'est-ce que vous surveillez, vous, sur les marchés plus globalement? Quel catalyseur il pourrait y avoir qui pourrait faire tout simplement repartir le marché et faire quitter ce range-là, des 50-60 000 $ dans lequel le Bitcoin est un peu enfermé depuis plusieurs semaines? Alors, moi, je regarde des stratégies plutôt long terme à titre personnel et la grosse échéance qu'on va avoir d'ici la fin de l'année, ce sont les élections aux États-Unis. En fonction des résultats de cette élection, je pense qu'on pourrait avoir des moments de volatilité assez élevés sur le marché des cryptos. Donc, à monitorer de mon côté. Bon, clairement, voilà. Effectivement, les élections américaines pourraient, je dis bien pourraient, être un catalyseur, parce qu'il se passe pas mal de choses, en tout cas entre la politique et les cryptos, du côté des États-Unis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thomas Romain, directeur commercial France chez Bitpanda. On se retrouve très bientôt sur BFM Crypto. Bonne journée, Thomas. Merci beaucoup, Sébastien Bordry, pareil, de nous avoir alerté sur ces arnaques potentielles qui peuvent arriver sur votre chemin dans le marché crypto. Tous vos articles sont à retrouver, notamment celui-ci sur les arnaques, sur notre site BFM Crypto. Vous avez aussi votre newsletter chaque lundi qui paraît à 18h. C'est gratuit. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.